그렇죠. Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. La Chambre laisse maintenant la parole à la défense de Nguyen Chair pour son interrogatoire du thème. Le président. Veuillez attendre. Je vous prie. La parole est au juge Lavergne. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne serai pas très long, mais j'ai juste quelques questions à poser aux témoins. Monsieur le témoin, vous nous avez parlé de Tamok. Vous avez dit qu'il était né dans le même village que vous. Si j'ai bien compris également, il a été moine dans la même pagode que vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel type de relation vous aviez avec Tamok? Est-ce que c'est quelqu'un simplement de votre voisinage? Est-ce qu'il faisait partie de vos amis ou de votre famille? Réponse. Tamok venait du même village que moi et nous avons un lien de parenté. Il est né dans un village, mais a grandi avec sa grand-mère dans le village de Tien Ton, commune de Kokir. Donc, je n'étais pas proche de lui, et quand il était moine, j'étais encore très jeune. Je n'avais pas encore de contact étroit avec lui. Ce n'est qu'après qu'il ait quitté la vie que j'ai été proche de lui quand nous faisions de l'agriculture ensemble. Donc vous aviez fréquemment des discussions ensemble. Est-ce qu'il vous a éduqué en ce qui concerne la doctrine politique du Kampuchea démocratique, du Parti communiste? Réponse. Après les accords de Genève, il a quitté le mouvement Isarak et a vécu dans la communauté comme une personne ordinaire. Je lui parlais de mes convictions bouddhiques, lui me parlait de ses convictions de doctrine, mais nous étions tous les deux campés sur l'opposition et nous ne parvenions pas à nous convaincre l'un ou l'autre. Mais plus tard, quand il avait plus de pouvoir, là j'ai été convaincu. Mes croyances et mon fond bouddhiste était inébranlable. Et j'étais supérieur à lui à cet égard. Est-ce qu'il vous disait s'il y avait des ennemis à la Révolution? Et quels étaient ces ennemis? Réponse. Il parlait... Enfin, ce qu'il disait était fondé sur la théorie communiste. Et il disait que tous ceux qui s'opposaient au communisme étaient des ennemis. Et c'était quelque chose qu'il a mis en œuvre, selon vous, en fonction de ce que vous avez pu voir, de votre expérience?
Une réponse. Monsieur le juge, pourriez-vous répéter votre question, je vous prie? Si j'ai bien compris ce que vous avez dit que Tamok, selon Tamok, tous ceux qui s'opposaient à la révolution étaient des ennemis. Ce qui vous a dit ce qu'il fallait faire de ces ennemis. Et est-ce que vous avez vu mettre en œuvre une certaine politique par rapport à cela? Une réponse. Il a dit, les ennemis qui s'opposaient devaient être attaqués. Donc nous devions nous attaquer les uns les autres. C'est ce qu'il a dit. Et concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? Quelles étaient les implications de ces propos? Réponse. Cela n'avait aucune influence sur moi. Mais par contre, cela a fonctionné sur d'autres. Il pouvait convaincre beaucoup de gens jusqu'à pouvoir prendre le contrôle et occuper un rang avec le pouvoir pendant 3 ans. Moi, je n'avais aucun pouvoir, mais j'étais dans ce cercle. Alors, je vais être plus précis. Est-ce que, selon vous, quand Tamok vous disait qu'il fallait s'attaquer aux ennemis, ça voulait dire qu'il fallait les éliminer, les tuer, les éliminer physiquement? Réponse. Attaquer voulait dire lutter. C'est-à-dire saisir le pouvoir. Quand je parlais d'attaque, je voulais dire essayer d'obtenir le pouvoir. Alors, une autre question, monsieur le témoin, à propos de Nunchea. Vous avez expliqué lors de votre audition devant les couches d'instruction que vous aviez rencontré Nunchea à un moment où vous étiez vous-même à Phnom Penh et où Nunchea cherchait des instruments de musique traditionnels. Vous avez également indiqué que vous avez rencontré Nunchea par l'intermédiaire de Tamok. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous avez rencontré Nunchea pour la première fois? Et qu'est-ce que vous a dit Tamok à propos de Nunchea? Réponse. Je n'ai pas rencontré Nunchea par Tamok. Tamok n'était pas là quand je l'ai rencontré. Mais Nunchea savait où je travaillais. Et il a d'ailleurs arrêté sa voiture là et m'a posé des questions sur les instruments de musique. Il m'a demandé d'aller les chercher. Donc si je comprends bien, Nunchea est venu vous voir parce que c'était Tamok qui lui avait dit de venir vous voir. Réponse. Non, ce n'est pas Tamok. C'était les musiciens. Des musiciens qui avaient été réunis par Tamok et qui devaient aller travailler à la station de radio. Tamok avait réuni ces musiciens et les musiciens
en ont parlé à Nuoncia. Les musiciens sont venus de Takeo. C'est Tomok qui a ordonné que les musiciens soient envoyés de Takeo. Je peux donc dire la chose suivante. C'est Tomok qui a envoyé les musiciens. Les musiciens ont parlé à Nuoncia et ont demandé s'il y avait des instruments de musique, et c'est pourquoi Nuoncia m'en a parlé par la suite. Venons-en aux dernières questions que je vais vous poser concernent vos attributions à Phnom Penh. On a bien compris que vous étiez dans une section économique qui dépendait de la zone sud-ouest. Mais concrètement, qui étaient vos supérieurs hiérarchiques? Est-ce que votre supérieur hiérarchique c'était Tamok ou est-ce que c'était le ministère du Commerce? Ou est-ce que c'était les deux? Une réponse. La section commerciale de la zone recevait ses ordres de Tamok. C'est Tamok qui en était le chef. Et Tamok correspondait avec le ministère du Commerce par votre intermédiaire ou est-ce qu'il communiquait directement? Comment ça se passait? Une réponse. L'entrepôt d'État avait des sections dans la zone sud-ouest. S'il fallait livrer de la marchandise, une lettre l'autorisant était émise pour le transport de ces marchandises. Sauf celle qui était faite sur demande. Donc, lorsque la zone faisait une demande pour des marchandises, mais les livraisons de routine, elles, étaient autorisées par lettre. J'aimerais comprendre un peu plus en détail. Vous nous avez parlé du bureau K22. Qui était à la tête du bureau K22 et quel était son rôle? Réponse. Sen était mon neveu par alliance. C'était lui à la tête de K22. Quand j'ai demandé à en savoir plus, il m'a dit qu'il travaillait avec Khieu Samphan, mais je ne savais pas quelles étaient ses responsabilités. Donc, est-ce qu'il s'agit du neveu dont il a été question tout à l'heure quand vous avez dit que de façon informelle, vous aviez essayé de contacter Khieu Samphan et de l'alerter sur les besoins de la population, je crois, de Kandal. Est-ce que c'est le même neveu auquel vous faisiez référence? Ce 5 qui était à la tête de K22? Il s'appelle Son Sen. C'est son nom complet. Je ne dirais pas qu'il était le chef. Il était neveu, par alliance. Je suis entré en contact avec lui directement et lui faisait rapport à l'échelon supérieur. Alors, nous avons au dossier un certain nombre de documents qui ont déjà été produits devant la Chambre. Il s'agit des documents E3/1236, E3/1232 et E3/1228.
Ces documents sont des rapports hebdomadaires, a priori du ministère du Commerce, et qui font état des quantités qui entraient et qui sortaient des entrepôts d'État et des quantités de riz. Il s'agit de paddy gluant, de riz, mais aussi de différentes qualités de riz et du son. Je note que sur ce document, il y a la date de la décision. Alors je ne sais pas si c'est la décision pour autoriser l'entrée ou la sortie de produits des entrepôts. Et en plus de la date, il y a souvent la référence K22. Alors ma question est la suivante, c'est est-ce que toute sortie de produits, en particulier de riz, des entrepôts d'État, devait être autorisée par K22? Réponse. Je ne sais pas ce qui se passait dans le portefeuille de l'État. Je n'en sais rien. Moi, je travaillais à la zone. Tout à l'heure, vous avez indiqué que lorsque vous aviez à transporter du matériel depuis les entrepôts d'État jusque dans les provinces, vous deviez avoir une lettre d'autorisation. En tous les cas, on devait remettre une lettre d'autorisation à l'entrepôt. Donc, qui, encore une fois, parce que ce soit clair, qui était l'auteur de cette lettre et qui donnait l'autorisation? Réponse. Certaines venaient de K22. Je ne me souviens pas qui signait la lettre. Je n'avais pas fait attention au contenu de la lettre. Le chauffeur prenait les lettres et les remettait aux personnes concernées. Les lettres faisant état de ce qui était autorisé à être chargé. Donc, je ne me souviens pas de la signature des noms sur la lettre. C'était une routine, je m'y étais habitué et je ne savais pas. Et est-ce que le responsable des entrepôts était le camarade Rung? Réponse. Il s'appelle Rung, pas Rung. Pardon. Il y avait beaucoup d'entrepôts à Phnom Penh. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cet entrepôt? Il y avait que du riz ou il y avait d'autres choses? Réponse. Bon, je ne me souviens pas combien. Je pense qu'il y en avait beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre dans ces entrepôts. Mais ceux qui s'occupaient d'en faire le transport, c'était les chauffeurs. Et c'est les chauffeurs qui avaient les lettres les y autorisant. Mais je ne sais pas où étaient situés ces entrepôts. Je ne me souviens pas précisément de là où étaient les entrepôts. Est-ce qu'il vous est arrivé d'organiser le transport de riz, par exemple, depuis ces entrepôts d'État jusqu'à Kampong Som? Réponse.
ce n'est que lorsque il y avait des livraisons dans les zones que les zones s'en occupaient. S'il fallait livrer des marchandises dans la province, comme par exemple Kampong Som, c'est l'État qui s'en occupait. On pouvait aussi transporter des marchandises par voie ferroviaire. Mais ce qui est du transport à Kampong Som ou de Kampong Som à l'État, à Phnom Penh, c'est l'État qui s'en occupait, pas la zone. Bien, donc votre rôle était strictement limité au transport depuis la zone sud-ouest jusqu'à Phnom Penh et de Phnom Penh jusqu'à la zone sud-ouest, et rien de plus. Bien cela? Réponse. Oui. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin. Le président. Merci. S'il n'y a plus d'autres questions des magistrats, la Chambre laisse maintenant la parole à la défense de Luoche pour son interrogatoire. Ainsi, elle a des questions à poser. Maître Pessman. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de commencer par des questions, j'aimerais dire quelque chose pour appuyer la défense, ce qu'a dit la défense de Ieng Sary cet après-midi à propos des transcriptions des bandes audio. Je parle ici du document D166 183.1 transcription. J'ai fait une comparaison entre les 4 premières pages de cette transcription avec le résumé, enfin le procès verbal qui est au dossier pénal. Je dois dire que je suis un peu abasourdi. La façon dont l'entrevue a été menée, la façon dont l'entrevue a été résumée, il est difficile de décrire ce qui s'est passé en entrevue. C'est un peu plus chaotique. En fait, c'est un peu comme une conversation entre un enquêteur et le témoin. Et c'est si chaotique, d'ailleurs, qu'il est presque impossible de discerner ce qu'a dit le témoin et quelles sont les informations qui ont été données au témoin par l'enquêteur. Et un autre problème que j'ai remarqué est le suivant. Le procès verbal. Je ne parle pas du déroulement de l'entrevue, mais le procès verbal lui-même est inexact, voire induit en erreur. En fait, ce n'est pas un résumé, mais plutôt une interprétation très subjective de ce que j'ai décrit comme une conversation plutôt chaotique. Et je n'ai fait que comparer 4 pages, 4 courts extraits de ce procès verbal. Nous sommes d'avis donc que ce procès verbal, même s'il n'a pas beaucoup d'informations pertinentes pour notre client, bien qu'il est jugé recevable et produit au débat, on ne saurait dépendre d'un tel document. On ne saurait accorder quelque valeur probante que ce soit à ce procès verbal. Nous sommes d'avis que sa fiabilité est douteuse à ce point. Voilà le premier point que je voulais soulever. Deuxième point, c'était plutôt une question. Je voulais savoir si la Chambre de première instance s'était prononcée sur notre demande. Notre requête en application de la règle 87, déposée le 19 juillet, qui a reçu le code E210. Sans décision sur cette requête, requête par laquelle nous présentions 2 nouveaux éléments de preuve, mais nous ne pouvons aller de l'avant sans décision de la Chambre. C'est pourquoi je cherche à obtenir
obtenir des précisions. សូមជួយតំណាងសាធារណៈ La parole est à l'accusation, dit le président. Le procureur. Oui, en réponse brève à cette demande, nous ne sommes pas du même avis que notre estimé confrère. Ce que nous avons, c'est un court extrait d'une entrevue plus longue. Le procès-verbal est bien évidemment un résumé. Il est difficile d'évaluer la fiabilité, l'exactitude plutôt de ce document, comme l'a fait mon confrère en simplement comparant quelques pages. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous avons le témoin avec nous aujourd'hui. Il était ici aussi hier. Et l'on peut voir ainsi que l'exactitude du procès-verbal est plus ou moins confirmée. En effet, des témoins qui ont déposé devant les juges d'instruction sur des questions importantes sont cités à comparaître devant la Chambre pour qu'ils puissent apporter des compléments d'information. Et je ne pense pas que le procès-verbal soit inexact, ou plutôt il correspond largement à ce qui a été dit dans le prétoire. Le président. La parole va être donnée à la juge Courtright pour répondre
à la défense de Nunchia. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. Concernant le document E210, la Chambre l'a reçu hier. La défense de Nunchia n'a pas besoin de répéter son objection faite régulièrement à l'encontre de la décision de la Chambre. Nous comprenons pleinement vos préoccupations concernant ce document. Cependant, pouvez-vous indiquer si l'un quelconque des documents que vous voulez utiliser pour l'interrogatoire de ce témoin a été produit devant la Chambre ou figure sur la liste de l'une quelconque des parties, après quoi nous pourrons trancher. C'est à vous de faire les recherches nécessaires. La Chambre attend ces informations. Peut-être êtes-vous en mesure de donner ces informations immédiatement. Merci, Maître Pestman. Maître Pestman, comme vous le savez, nous n'avons pas de liste. Ces documents ne figurent donc sûrement pas sur notre liste. Selon moi, l'un de ces documents figurait sur la liste de l'accusation, tandis que l'autre non. Mais, comme vous le savez, nous avons toujours considéré qu'il n'était pas important de savoir si un document était ou non sur une liste. Nous ne nous sentons donc pas obligés de donner à la Chambre ces informations. Le Président. Je vous en prie, juge Cartwright. La juge Cartwright, vous avez reçu injonction de vous conformer à la décision et d'informer la Chambre en lui disant si les documents que vous entendez utiliser ont été produits devant la Chambre ou bien si ces documents figurent dans la liste d'une quelconque des parties. La Chambre est bien consciente du fait que la défense de Nunchia n'a pas présenté de liste exhaustive de documents. Êtes-vous en mesure de donner ces informations immédiatement? En effet, je ne veux pas faire vos recherches à votre place, ni demander aux autres parties de le faire. Maître Pestman, Madame la juge, IS 19.200 figure sur la liste de l'accusation, tandis que l'autre non. IS 19.203 ne se trouve pas sur la liste, ni sur aucune liste. Le Président, juge Cartwright, je vous en prie. La juge Cartwright, merci. Dans ce cas, je vous renvoie au document IS 19.200. Vous pouvez l'utiliser, mais ce n'est pas le cas du document IS 19.203. Je vous en prie. Maître Pestman, merci. J'ai entendu ce que vous avez dit, mais pas via mes écouteurs. C'est le troisième casque que j'ai dû employer et qui est défectueux. La juge Cartwright, est-ce que vous m'entendez directement sans utiliser vos écouteurs? Vous pouvez vous référer à IS 19.200, mais pas à IS 19.203. Maître Pestman, merci Madame la juge, j'ai compris sans l'aide de mes écouteurs. Ces documents devraient être considérés ensemble. Je n'ai pas l'intention d'utiliser seulement un document. J'ai l'intention de contre-interroger ce témoin en m'appuyant sur les deux documents, lesquels se complètent mutuellement et qui, à notre sens, contiennent d'importantes informations
à des charges. À présent, nous nous voyons dans l'interdiction d'utiliser ces documents pour interroger ce témoin. Je suis donc contraint de laisser la parole à la défense de Khieu Samphan. Je vais réessayer de déposer ces éléments de preuve et j'espère que la prochaine fois, nous y serons autorisés. Le Président. Merci, Maître, d'avoir clairement indiqué votre position. À présent, la parole est à la défense de Ieng Sary pour l'interrogatoire du témoin. Maître Ang Udom. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi, chers confrères. Bon après-midi à toutes les personnes ici présentes. Bon après-midi, Monsieur Kionel. Je m'appelle Ang Udom. Je suis un des avocats représentant Ieng Sary. À ce stade, je n'ai pas l'intention de vous poser des questions au nom de Ieng Sary. Je vous remercie d'être venu déposer en vue de contribuer à la manifestation de la vérité. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Merci. À présent, la parole va être donnée à la défense de Khieu Samphan pour l'interrogatoire de ce témoin. Je vous en prie. La défense de Khieu Samphan. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs les juges. Nous avons entendu la déposition de ce témoin. Celui-ci a clairement indiqué sa position. Notre équipe de défense n'a pas de questions à poser à ce témoin. Le Président. Merci, Maître. Monsieur Kionel, votre déposition est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps précieux pour venir déposer pendant 2 jours en faisant preuve de patience et en faisant de votre mieux. Vous avez ainsi apporté une contribution à la manifestation de la vérité dans cette affaire. À présent, vous pouvez disposer. Vous pouvez rentrer chez vous. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance aux témoins en collaboration avec la section d'appui aux témoins et aux experts en vue d'assurer le retour du témoin chez lui. L'audience d'aujourd'hui touche à son terme, mais avant de lever l'audience, la Chambre entend émettre l'avertissement suivant. Au cours des audiences tenues dans le cadre du dossier 002/01, la Chambre a constaté des actes d'inconduite récurrents de la part de la défense de Nuon Chea et en particulier de la part des membres internationaux de cette équipe. Ces actes d'inconduite incluent, sans s'y limiter, les suivants. Violation délibérée des injonctions de la Chambre, communication non autorisée à la presse de documents confidentiels ou strictement confidentiels, et déclarations faites dans le prétoire et qui dénotent un manque de respect envers les juges ou qui, d'une autre manière, ne correspondent pas aux normes déontologiques reconnues régissant la profession d'avocat. Par conséquent, la Chambre annonce que ces actes d'inconduite et d'autres seront portés à l'attention des ordres des avocats des pays concernés pour action, en application de la règle 38 du règlement intérieur. La Chambre émet également un avertissement formel en application
de la règle 38.1 du règlement intérieur. Elle relève également qu'elle peut invoquer les procédures énoncées dans cette règle indépendamment des mesures susceptibles d'être prises par les ordres des avocats concernés. L'audience est à présent terminée. Les débats reprendront le 16 juillet 2012, après une période de vacances judiciaires. Les débats reprendront ce jour-là à 9h du matin. Nous allons alors entendre le témoignage de l'expert David Chandler, agent de sécurité. Veuillez conduire les 3 accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire. Le lundi 16 juillet 2012 pour 9h du matin. L'audience est levée.